Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on crie devant des films d'horreur et l'on pleure devant des comédies romantiques et parfois un peu l'inverse. Salut, moi c'est Marie et la seule fois où je veux entendre You're Next, c'est quand j'attends depuis 1 heure à la poste. J'ai imaginé tellement de possibilités, de fins de T'as phrases. imaginé quoi? Alors d'abord, j'ai pensé en date avec quelqu'un You're Next. et après chez l'esthéticienne. Oui, j'essayais de penser à ma phrase et j'étais en train de dire chez l'esthéticienne, mais en même temps, vraiment pas en fait, parce que j'aime pas aller chez l'esthéticienne. C'est donc, ça c'est terrifiant en fait. Oui, voilà. Ça serait un très beau film d'horreur. Exactement. Et toi, c'est Anaïs et t'as déjà parlé depuis 5 minutes. Voilà, et moi c'est Anaïs, point. Et cette semaine, je suis un peu triste parce qu'on va conclure le premier cycle de films d'horreur que je voulais faire découvrir à Marie. Ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui sont prévus. C'est la fin du premier cycle. Il y aura un deuxième cycle dans quelques semaines. On prend juste un break où on va reprendre PIC TV. Et on aura un dernier film avant de finir ce cycle qui sera un film romantique. Exactement. Qu'on annonce à la fin de cet épisode. Stay tuned. Et je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour du genre de l'horreur avec Marie. On a fait slasher, exorcisme, found footage, Gollum claustro, Kubrick, Stephen King. Mais je voulais aussi te montrer au moins un film de un de mes sous-genres préférés dans l'horreur. On en a parlé au tout début de cette saison. C'est le Home Invasion, donc l'invasion de la maison. Et pour l'occasion, j'ai choisi de te montrer You're Next de Adam Wingard, qui est sorti dans les années 2010. Qu'est-ce que tu sais de You're Next ? Absolument rien. Non, mais vraiment rien. C'est-à-dire que je sais que le titre est terrifiant. Et je sais que c'est un home invasion. Est-ce que tu as déjà vu des home invasion ? Je sais pas, Scream, c'est un peu des home invasion, non? Ils sont chez eux? C'est plus un slasher, mais c'est vrai qu'il y a souvent un recoupement entre les slashers et les home invasion, parce que si on tue plein de personnes à l'intérieur de la maison, ça devient un slasher. Mais j'ai vraiment hésité sur les home invasion parce qu'il y en a plein, c'est un genre très prolifique. Il y a American Nightmare, qui est sans doute le plus connu de ces dernières années, tu as dû en entendre parler, qui est The Purge en anglais. Ah oui, oui, oui. Et c'est avec Ethan Hawke, qui est une star de plein de films d'horreur. Ah bon? Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, il y a Mon toute ancien une voisin. partie de la carrière de Ethan Hawke que tu ne soupçonnes pas, mais il est vraiment très bon dans les films d'horreur. C'est un horror king. Et donc dans The Purge, c'est un truc dystopique où en fait, une nuit par an, plus aucune loi ne s'applique et donc tu as le droit de buter qui tu veux, voilà. Et donc Mais c'est pas du home invasion, ça? Si. D'accord, ok. Puisqu'en fait, il a bâti un système de protection de la maison pour Ah, mais faire alors en sorte que personne ne rentre. Panic Room, c'est du home invasion? Un peu, mais sauf que Panic Room, c'est pas un film d'horreur, c'est un thriller. D'accord. Il y en a un qui est vraiment génial, qui est Us de Jordan Peele, qui est pour moi le plus terrifiant des 3 films qu'il a fait, Nope, Us et Get Out. Et il y a qu'une partie qui est Home Invasion dedans, mais que moi je trouve très très efficace. Il y a Don't Breathe, que j'ai hésité à te montrer, mais qui comporte un élément de violence sexuelle qui me plaît pas du tout. Et je voulais pas t'exposer à ça. Il, qui est un film franco-roumain aussi, qui est vraiment pas mal, qui est très connu. Et celui avec lequel j'ai le plus hésité, c'est Hush de Mike Flanagan, que tu connais parce qu'il a fait Oui, Haunting of Hill House. Et qui donc fonctionne très bien pour le côté horreur émotionnel. C'est sur une femme qui est sourde et muette et qui se retrouve donc chez elle avec un intrus qui essaye de rentrer. Et donc c'est hyper inventif sur l'écriture, sur la mise en scène. J'ai vraiment hésité entre celui-là et Your Next et j'hésite encore. Et honnêtement, je sais pas du tout. Bah, ça y est, t'as pris ta décision. Et honnêtement, je pense que je prends un risque en te le montrant parce que je sais pas du tout si ça va te plaire et si c'est le meilleur choix que j'aurais pu faire. Je pense que Hush avait peut-être plus d'éléments qui t'auraient plu, mais tu vas le découvrir en voyant le film. Moi, il y a plein d'éléments auxquels je suis très attachée dans Your Next et c'est pour ça que j'ai envie que tu le vois. Et c'est vraiment un de mes films d'horreur préférés. Mais je sais pas du tout ce que tu C'est vas en bien penser. alors que tu l'aies choisi. Ne doute pas de toi. Est-ce que tu as des questions avant qu'on le regarde ? Bah non, hein, je sais pas sur quoi c'est. Donc, Qu'est-ce qui te ferait le plus peur, à ton avis ? Le principe de home invasion me fait peur. C'est-à-dire que je trouve que c'est ancré dans la réalité. C'est une menace qui est bien réelle, avec laquelle on a été nourris des petits, quoi. Moi, par exemple, quand j'étais chez mes grands-parents qui habitaient à la campagne et qu'on était sur une maison de plein pied, j'étais terrifiée quand j'étais seule parce que j'avais l'impression que n'importe qui pouvait rentrer, ce qui est vrai. Parce que j'ai toujours grandi dans des appartements ou des choses comme ça. Donc, il y a un côté plus sécurisant. L'idée du home invasion, enfin, je veux dire, avant, j'avais des tocs et un de mes tocs, c'était de checker la serrure à peu près 40 fois avant d'aller me coucher. Donc, c'est des angoisses qui me parlent, hein, il y a pas de problème. Je sais pas ce qui pourrait me faire plus peur, honnêtement, juste le fait d'avoir un intrus chez soi, c'est assez terrifiant, donc Ouais. Moi, je
pense que le film va pas du tout te faire peur. On a vu quand même un petit peu ce qui te faisait réagir depuis le début de cette saison. Je pense vraiment que ça va pas du tout être le plus angoissant pour toi et que Hush t'aurait peut-être plus fait réagir et plus fait peur. Elle est tellement en train de douter, c'est très, Mais très ouais, drôle. je doute de ouf. Bah, Mais par voilà. contre, alors je tiens à préciser, Ouais. si ça ne me fait pas peur, si ça ne me fait pas réagir, je ne regarde pas Hush comme devoir supplémentaire. OK. Tu as fait ton choix. Sauf si tu adores et que tu as envie de voir plus de Home Invasion et à ce moment-là, je pourrais le rajouter, Oui, bah pour plus tard. Moi, en tout cas, je tiens à dire que c'est de la liste que j'ai concoctée. Ce n'est pas celui qui me fait le plus peur, mais c'est vraiment un de mes préférés et je l'adore et j'espère que tu verras pourquoi je l'adore en le voyant. J'en ai parlé à certains d'entre vous et vous m'avez dit: «Ah bon, mais c'est nul, Your Next». Donc j'ai hâte de pouvoir le défendre à tes yeux. Sois fière de tes choix, Anaïs. Mais moi, je suis fière, c'est juste que je veux tirer le plus de réactions de toi et que tu cries et que tu souffres. Non, je rigole. Cette amitié est en train de prendre des tours qui sont C'est clair, vraiment... c'est clair. Non, mais bon, forcément, comme à chaque fois qu'on montre quelque chose à son ou sa meilleure amie, on a envie que la personne aime et réagisse et soit contente qu'on lui ait montré ça. Et j'ai pas envie de reproduire l'expérience Blair Witch où t'es juste blasé devant le film, tu vois. J'ai envie que tu puisses en tirer quelque chose aussi et que tu me regardes pas avec dédain en disant mais pourquoi t'aimes ce film? Et ça m'angoisse beaucoup. Comme tu ne sais rien, on va faire notre petit jeu de d'habitude. On va te montrer l'affiche et puis tu vas essayer de déjà nous dire ce que tu en penses et ensuite nous dire ce qui se passe dans le film. Oh Oh non. Oh là là. Oh là, j'ai pas envie de le voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur l'affiche? C'est un mec, j'imagine, qui porte un sweat à capuche et un masque d'ours blanc, mais dont le museau est couvert de sang. Et il y a marqué You're Next en dessous, qui est écrit comme si ça avait été gravé dans du bois ou dans de la pierre, voilà. Et au-dessus, il y a une phrase qui dit Avez-vous bien fermé la porte? Oui, écoutez, tous les soirs, je la ferme très bien. Et derrière, en fait, le mur a l'air un peu... On dirait que ça se passe dans une cave, quoi, donc ça a pas l'air hyper fun. Les couleurs de c'est dans des tons cacadois, dans un camailleux de cacadois qui ne me plaît vraiment pas, quoi. Est-ce que ça te fait peur ou pas? Bah, ça me rassure pas, hein, très clairement. J'aime pas les masques comme ça, là. C'est marrant parce que The Purge, donc American Nightmare en français, mais avec un titre anglais, est sorti de manière très rapprochée avec Your Next. Et donc, moi-même, il y a eu un moment où je confondais les deux. Et les deux contiennent des masques. Je pense que Your Next a malheureusement été un peu oublié au profit de The Purge, qui est devenue une franchise. Il y en a eu plusieurs et il y a même eu ensuite une série The Purge. Et Your Next est un petit indie comparé à l'autre avec Ethan Hawke. Et clairement, c'est le meilleur des deux, Your Next. D'accord, OK. Qu'est-ce que tu penses qui se passe dans le film en te basant sur l'affiche? La personne qui porte un sweat à capuche et un masque d'ours tue les gens en s'infiltrant chez eux. Voilà, j'imagine. C'est bien, tu t'es pas trop foulé là. Bah, excuse-moi, est-ce qu'il faut un scénario bien plus complexe que ça? Peut-être pas. Bon, bah écoute, on va aller voir Your Next. Ouais. Et j'espère que ça va te plaire un petit peu quand même. J'ai trop Elle me fait peur. tellement du chantage. What is that? Why would anybody do this? They've been watching us for days. This wasn't a random attack. On vient de voir Your Next, Marie. Ouais. Ça t'a plu ou pas? Je sais pas, honnêtement, tu m'aurais demandé ça après la première moitié du film, je t'aurais dit non, vraiment pas. Mais oui, il y a des trucs qui m'ont plu, il y a des trucs qui m'ont moins plu. Je pense pas que ce soit un film parfait, mais Non. je vois l'attrait du film. Me voilà ravie. Franchement, j'ai vraiment pas fait une critique dithyrambique, t'es ravie parce que tu t'attendais vraiment à un truc bien pire en fait. Oui, mais parce qu'en fait, c'est très objectivement et très sincèrement, de toute la liste des films que j'ai préparés, c'est le moins bon. Et c'est aussi celui pour lequel j'avais le moins d'espoir sur tes réactions et où je m'étais dit, dans le meilleur des cas, ce qui va se produire, c'est qu'elle va bien s'amuser et qu'elle va trouver le personnage de Erin cool. Donc Oui. voilà, je me disais Je me suis pas bien amusée, mais j'ai trouvé le personnage d'Erin cool. il y avait aucun moment où je me suis dit, elle va ressortir de ce visionnage en se disant Your Next fait désormais partie de mes films préférés. Oui, non, clairement pas. Et j'ai été extrêmement impressionnée par le brio de ce film, tu vois. Genre, c'était même pas dans les espoirs que je... Je pense ceci dit que c'est le genre de film que si tu le regardes entre amis bourrés ou
encore mieux, Stone. Bonjour, j'ai 70 ans. Ok, Starmania. Non, mais si tu le regardes après avoir fumé ou après avoir pris du CBD, si tu vis dans l'Est parisien. C'était vraiment une vieille. Voilà. Si tu t'es encanaillé avec une petite goutte de CBD. Je pense que ça peut être très fun. C'est aussi un film qui est plus fun à chaque nouveau visionnage. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai développé, moi, un vrai amour pour ce film. Et il a vraiment développé un cult following. Et c'est vraiment un film qui gagne à être revu. Mais après, ça, je veux bien le croire, parce qu'en fait, plein de trucs qui m'ont déplu au début, en sachant comment ça évolue dans le film après, j'étais, bon, là, je comprends beaucoup mieux. Et du coup, c'est marrant. Donc, je veux bien le croire. Plus j'y pense, plus je me dis que c'est mon You've Got Mail à moi, tu vois. C'est un film... Là, par contre, on va arrêter. Si, je pense vraiment. Je pense que c'est un film qui mérite d'être revu pour être vraiment un peu plus apprécié. En tout cas, on a retrouvé tes envies meurtrières. Ah oui, bah là, je pense que c'est voulu. Hein. Ah oui, clairement. Mais c'est souvent voulu. Mais là, c'était vraiment assez drôle à écouter. Crispian. Non, mais il mérite de mourir, en fait, avec un prénom pareil. Pour l'instant, je veux tout ce qui meurt. Hein, donc, je suis pas trop dans le risque. Moi, je suis pour ceux qui les attaquent. Là. Ils sont créatifs. Allez, tue-la. Vas-y, tue-le. Tue-le. Tu as vraiment envie que tout le monde meure. Bah ouais, mais je pense que c'est le principe du film, hein, c'est qu'on a envie que tout le monde meure. Oui, tout à fait. Et que c'est fun de les regarder mourir. Je crois que je ne l'avais pas dit avant qu'on regarde le film, mais il a été réalisé et monté par Adam Wingard et écrit par Simon Barrett. Qui sont ces gens ? On va y revenir, mais ce sont des gens du cinéma mumblecore. C'était un film, comme beaucoup de films dont on parle ici, qui avait un tout petit budget de $1 million, qui a dépassé, je crois, les $26 millions de recettes, donc qui a eu un énorme succès et qui est devenu vraiment un film culte, puisqu'il y a des fans de You're Next. Je ne suis pas la seule à trouver que ce film est vraiment bien. Il y a vraiment plein de gens qui l'adorent. Et si je l'ai choisi pour qu'on finisse ce cycle, c'est aussi parce que je me suis dit que pour la première semaine de janvier, après s'être tapé beaucoup de réunions de famille, c'était vraiment le film idéal. Exitoire. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, pour avoir envie de buter toute sa famille. Oh, non. Pour les gens qui ne connaissent pas You're Next, est-ce que tu peux résumer le film en 30 secondes ? C'est la pire famille du monde qui se réunit dans une grande demeure aux États-Unis. Ils ont personne autour, sauf une maison avec un prof qui couchait avec une de ses élèves et qui est mort. Voilà, il a été tué. C'est la première scène. Et donc, ils se rassemblent pour le week-end et d'un coup, ils sont attaqués par des gens à l'extérieur avec des masques, avec des arbalètes. Et ils sont attaqués de tous les côtés. Droite, gauche, tout le monde meurt. En haut, en bas. Et au bout d'un moment, on comprend qu'en fait, il y a 2 des enfants qui sont dans le coup. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que la meuf d'un des enfants, d'un des fils, en fait, c'est un peu l'héroïne, c'est la final girl, c'est Erin. Et elle a grandi dans une ferme survivaliste. Et en fait, elle les surprend tous parce qu'elle les flingue, elle les détruit tous et elle les tue tous. Donc ça, c'est assez fun. Voilà, très bien résumé. T'étais un petit peu mitigée à la fin du visionnage et je t'ai dit, moi, ça fait vraiment partie de mes films d'horreur préférés. T'étais surprise. Oui. Pourquoi tu penses que j'aime ce film ? Je pense que tu aimes ce film parce que c'est vraiment un film de genre et qu'il y a de l'humour dans la façon dont ça considère les meurtres et l'action dans le film. Et il y a pas mal de distance et de prise de distance et de second degré, en fait, dans l'action. Et je pense que c'est un truc qui te plaît beaucoup. Et je pense aussi que le personnage féminin, qui est hyper badass au milieu, encore une fois, badass, on sait que c'est galvaudé, mais là, c'est vraiment ça. Il correspond vraiment. Voilà, exactement. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez grisant dans ce personnage que t'aimes beaucoup. Ouais. Et du coup, pourquoi t'es surprise ? Parce que tu m'as montré quand même des chefs-d'œuvre. On sort de The Shining, on a vu L'Exorciste, qui pour moi, vraiment, ça a été des claques cinématographiques. Et du coup, quand on arrive à ça, faut être honnête, je pense que c'est un film qui a plein de qualités et qui est fun à regarder. Mais c'est vrai que c'est un peu surprenant quand tu le commences, parce que déjà, ils jouent assez mal tous. Il y a plein de gros défauts d'écriture. Et du coup, quand tu me dis que c'est un de tes films d'horreur préférés, après que j'ai vu The Shining et L'Exorciste, je suis là, ah bon ? Alors que tu vois, par exemple, The Descent, qui pour moi est un peu dans la même veine que You're Next. C'est-à-dire que c'est un peu la même époque. C'est des acteurs qu'on connaît pas. C'est pas un grand réalisateur ou des choses comme ça. C'est un film de genre. C'est tous des films de genre, mais c'est un film d'horreur pur, quoi. Oui. Disons qu'il y a que les amateurs, a priori, qui vont plutôt voir ce genre de film-là, alors que Shining, ma mère l'a vu, quoi. Oui, voilà, exactement. Pour moi, en fait, c'est un peu similaire, mais quand même, je trouvais que The Descent
Friends avec plus de qualité cinématographique et aussi était plus digestible au niveau aussi bien de la portée émotionnelle que même les personnages étaient mieux écrits ou mieux interprétés, quoi. Après, bon, il y avait pas cet aspect satirique du tout, donc évidemment. Your Next, on est dans un genre effectivement totalement différent. Et oui, enfin tous les films que je te montre font partie de mes films d'horreur préférés, même s'il y en a que je revois un peu moins souvent. Mais disons que Your Next, il m'amuse beaucoup. Et Shining, si je le regarde quoi. Et je suis vraiment happée par la beauté du film. Enfin, c'est un chef-d'œuvre du cinéma. L'Exorciste, je le regarde pas parce que ça m'a traumatisée et je l'ai vu 2 ou 3 fois, ça m'a suffi. Your Next, c'est un film que je mets en fond en fait. C'est vraiment, Oui, mais ça, je peux comprendre parce que ça fait pas du tout peur. Ouais, c'est ça fait pas très peur. Enfin, je pense que la première fois que je l'ai vu, il y a des moments qui m'ont quand même fait un petit peu peur et c'est ceux qui t'ont fait réagir aussi dans le film. Mais après, ouais, c'est un film que je peux regarder 2 ou 3 fois par an sans trop me prendre la tête. Ça dure 1h30, c'est efficace et je zappe les moments qui m'intéressent pas. Enfin, Ouais. et donc c'est ce genre de film-là. Alors que c'est vrai que Halloween, pour moi, c'est une expérience cinématographique beaucoup plus pure et jouissive. Et Shining aussi, et d'autres que je vais te montrer. Celui-là, c'est un petit doudou, quoi. Ouais. Mais il y a un truc quand même qui est tout de suite apparent quand j'ai revu le film avec toi, où je me suis dit, en fait, t'as quand même une représentation, là, avec celui-là, assez typique de ce qu'on trouve dans un film d'horreur moderne, et y compris les trucs qui sont déplaisants. Donc, il y a effectivement des personnages qui sont pas du tout attachants, et il y a, t'as dû le remarquer tout de suite, les jumpscares pourris. C'est des jumpscares qui sont nuls. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun impact réel. Et il y en a qui sont marrants dans les films d'horreur. Le truc le plus cliché, c'est genre le chat, tu vois. Ou dans Buffy, il y a ça aussi, le chat noir qui te fait sursauter. Mais des jumpscares comme ça, en fait, maintenant, il y en a plein dans les films d'horreur contemporains que moi, j'aime pas parce que je trouve ça naze. Et en plus, juste, ça joue avec mon cœur pour rien. Au moins qu'il y a une raison pour me faire sursauter, tu vois. Et il y en a 2 ou 3 comme ça dans le film qui t'ont fait sursauter, parce que je l'ai vu, t'étais à côté de moi, mais qui servent à rien, en fait. Ouais, je m'en souviens même plus. Alors. Voilà. Et pour moi, ça, c'est une illustration de ce que j'aime pas dans le film d'horreur contemporain. Par contre, le truc qui démarque ce film-là de tous les autres, et j'aurais dû savoir qu'il fallait pas que je te le montre, c'est que c'est un film de ce qu'on appelle le mumblegore, donc qui est un sous-genre du cinéma de mumblecore. Le mumblecore, tu vois ce que c'est? C'est C'est les trucs des frères machin, comment ils s'appellent? des frères Duplass? Ouais. Oui, en partie. Mais en gros, oui, c'est un terme qui est apparu au tout début des années 2000, qui désigne des films indépendants à très, 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 très petit budget, faits par effectivement un tout petit groupe de personnes. Et il y en a beaucoup dans ce film-là. Greta Gerwig, elle est issue du mumblecore aussi. Et en fait, c'est souvent dans des lieux réels. Donc, ils ont tourné dans leur propre appartement, etc. Et il y a beaucoup d'improvisation dans le mumblecore. Et donc, en fait, quand tu dis il y a des problèmes d'écriture, c'est dans des scènes qui n'ont pas été écrites. Ouais, sans blague. Donc voilà, c'est pas un problème d'écriture en fait. Et c'est comme Blair Witch, et donc j'aurais dû capter aussi, mais c'est des scènes improvisées. Et donc ça, je pense que t'aimes pas du tout, quoi. Parce que du coup, on sent j'aime que... l'improvisation quand c'est Chris Pratt dans Parks and Rec qui dit quels sont tes symptômes, tu vois. Oui, c'est ça, mais en fait, des génies de l'improvisation comme Chris Pratt ou Melissa McCarthy ou Amy Poehler, au final, il y en a quand même très peu, c'est extrêmement rare. Et c'est dans des cadres différents, c'est-à-dire que c'est quand même dans des trucs qui ont du budget, alors que le principe du mumblecore, c'est que c'est souvent des acteurs non professionnels, avec 0 budget, tourné en 3 jours dans la cuisine du réalisateur, qui est aussi le monteur et l'acteur principal, tu vois, généralement. Par exemple, il y a une scène de dîner où le mec fait une blague sur les pubs et tu t'es vraiment focalisé là-dessus. Et je pense que ça fait très première version d'une blague qui, si elle avait été retravaillée à l'écriture, justement, aurait pu être bien meilleure. Mais là, ça a été improvisé, ce passage-là. Pour resituer, il y a un dîner de famille, il y a un personnage qui est insupportable. Mais bon, il est censé être insupportable, mais justement, il est écrit, c'est vraiment à la truelle, quoi. C'est vraiment genre, regardez comme il est insupportable, celui-là. C'est pas subtil du tout, quoi. Et tu parles duquel? Parce que... Du frère qui traite tout le temps celui qui va être planté dans le dos et qui va se balader. Drake, moi je l'adore. C'est folle. Moi, c'est mon préféré. Hein. Oui, mais il est censé être insupportable. Oui, mais d'une manière que je trouve, moi, très divertissante. Il n'y a rien de fin dans l'écriture de ce personnage, en fait. C'est-à-dire que c'est les méchants des teen movies des années 2000, quoi. C'est vraiment le mec qui fait des blagues hyper grossophobes à ses frères, qui est le chouchou de sa mère, qui est tout le temps en train de bully les gens autour de lui ou des choses comme ça. Mais le truc, c'est que la façon dont il est écrit, les remarques qu'il fait, en fait, c'est pas drôle. Il y a toute une scène... Oui, j'ai fait une fixette là-dessus, mais je suis désolée, c'est censé être la scène qui un peu situe chaque personnage et où tu comprends
comprends un peu leur délire. Alors, tu comprends qu'il y a une sœur qui va très vite mourir, mais qui est un peu la petite fille à papa et qui veut toujours bien faire, mais en même temps, elle essaie de se rebeller un peu. Et le frère, donc, celui qui est censé être un sup, fait tout un discours sur le fait que les publicités sont la plus grande forme d'art actuelle parce qu'ils sont hyper créatifs et tout ça. I just think, do you do commercials? Because those are my favorite. No. No. No, he doesn't do commercials. Really? Why I not? just think that is just the height of the art form these days. It is just short and punchy. You really got to just zing the ideas on in there. That's why I watch just think TV it's so, these days. That's why I watch. I mean, it's better than the shows now. Well, he makes documentaries, so... It's different. Yeah, but I mean, I think that I've seen documentary commercials. I don't think they have to be limited to any particular thing. It's not I mean, the starving Black and artist thing white. just never Sure, made sense to me. So. I just think you should consider it, Tyreek. Sure. Et c'est vraiment le truc le plus débile que j'ai jamais entendu, mais en plus, c'est même pas un truc débile que des gens diraient vraiment. Parce que même les gens les plus cons vont avoir un minimum d'estime d'eux-mêmes où ils vont se penser plus intelligents qu'ils ne le sont et donc ils ne vont jamais prétendre que les publicités sont les meilleures formes d'art, quoi. On voit pas cette scène de la même manière parce que pour moi, il pense pas du tout ça. Il dit ça pour juste rabaisser l'autre. Il estime pas que les pubs sont la plus haute forme d'art. Il est juste en train de lui dire tu veux pas faire des pubs plutôt. Enfin, c'est juste un truc aussi con que moi des trucs qu'on m'a dit quand je disais que j'étais journaliste ou on me faisait des remarques vraiment débiles qui étaient juste censées me rabaisser mais qui étaient pas du tout des trucs pensés, tu vois. J'ai compris que c'était pour rabaisser l'autre et parce qu'il méprise le fait que l'autre, ce soit un réalisateur de documentaires qui gagne pas d'argent. Mais enfin, le discours qu'il a, ça m'a fait sortir mes yeux de leurs orbites tellement j'étais genre, mais c'est mal écrit en fait. Cette scène est mal écrite. La scène n'est pas vraiment mal écrite, elle est pas écrite. Donc, oui, mais c'est un problème d'écriture, le fait qu'il n'y ait pas d'écriture. Ça, c'est ton opinion, mais c'est juste un type de cinéma différent. C'est-à-dire que c'est une scène qui est improvisée, donc tu peux pas dire qu'il y a un problème d'écriture. Tu vois, il y a un problème d'interprétation à la rigueur, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont comme Chris Pratt qui sont capables de faire des étincelles avec un cadre improvisé. Tu sens juste ce qu'on sent en regardant ce film, c'est-à-dire que il y a des trucs qui sont pas aboutis parce que c'est improvisé et que ça fait un peu écrit sur le coin de la table. Mais tu j'aime vois. pas ça, moi. C'est ce que je suis en train de dire. C'est que j'aime les choses abouties. T'es pas du tout sensible à ce genre de cinéma un peu fait à l'arrache, en fait. Ça, c'est un des trucs, les choses que j'aime le plus dans le cinéma en général, c'est l'écriture, c'est des dialogues hyper ciselés ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Je savais que c'était un risque de te montrer Your Next, mais j'avais pas forcément pris ça en compte. Et c'est vrai qu'après l'expérience Blair Witch, j'aurais dû me souvenir que tout ce qui est un peu trop expérimental, en fait, ou trop dans l'improvisation, t'allais pas être très réceptive. Le problème pour moi, c'est que c'est une satire, mais le principe d'une satire, pour moi, c'est que justement, c'est ça aussi, voilà, exactement. En plus, j'aime les trucs bien écrits, mais c'est pas forcément un truc qui m'obnubile non plus. Mais là, c'est une satire. Et une satire, il faut que ce soit bien écrit, quoi. Enfin non, mais les dialogues d'une satire, c'est ça qui crépite, c'est ça qui apporte énormément de plaisir et de jouissance dans le visionnage d'une satire. C'est-à-dire que les meilleures satires, pour moi, c'est VIP, c'est The White Lotus, enfin les satires récentes, ou même Docteur Falamour. Et là, c'est censé être une satire, mais en fait, c'est à l'arrache. Et du coup, pour moi, vraiment, la façon dont ces personnages sont brossés, ça fonctionne pas. C'est hyper caricatural et ça atteint pas ce que c'est censé atteindre à ce niveau de satire. J'avais même pas compris que c'était une satire au début. Donc. Justement, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, je pense pas non plus qu'on puisse dire c'est une satire et du coup, ça doit opérer sur le même niveau que VIP, qui est ouvertement une satire. Moi, ce que j'aime dans ce film, c'est que c'est un film d'horreur qui est très fun, mais qui est léger dans tout ce qu'il fait, y compris ça. Et du coup, quand je dis inabouti, je pense aussi que sur la satire, en fait, pour moi, c'est plus un léger sous-courant, tu vois. C'est pas un truc qui est censé être à plein régime. Non, mais t'as raison, inabouti, c'est bien. Si j'étais prof, je lui mettrais un 12, tu vois. Sur les personnages, tu les trouves tous insupportables. Sauf Erin. Et il y en a qui t'ont paru quand même divertissants dans leur côté insupportable ou... Félix, le fils qui a organisé le truc, lui, il est marrant. À un moment, quand même, son père se fait égorger devant lui. Il tombe sur lui, en fait, et Félix a un mouvement de retrait un peu dégoûté alors que son père est en train de mourir sous ses yeux. C'était très marrant. Oui, c'est ça. Il est genre, me touche pas, quoi. Ouais. J'adore ce moment. Honnêtement, moi, je les aime tous. Mais j'adore Félix et j'adore Drake, qui me fait vraiment mourir de rire. Le côté, genre, fils à papa. Ouais, mais tu vois, il me rappelle le mec dans The White Lotus, la saison 1, là. Comment il s'appelle Ouais, Shane. Ouais, Shane, mais... Oui, c'est exactement ça. Ouais. Ouais, mais je trouve que, voilà, Shane est mieux écrit, quoi.
Il y en a une qui t'a vraiment saoulée, c'est Z. Et franchement, je tiens quand même à préciser, moi, c'est aussi un truc, en fait, comme c'est du mumblecore, il y a un côté discret parfois dans la satire. Pour moi, par exemple, les vêtements et le choix des prénoms est hilarant. Et je trouve que vraiment, Crispian, Z, où elle précise au début, oui, Z, c'est Z-E-E. Et il y a un des tueurs qui a des chaussures de mec d'école de commerce. Enfin, tu vois, au lieu d'avoir des boots de combat, vraiment leur col roulé, tout ça. Enfin, ça me fait mourir de rire. Et Z, elle a un côté, donc c'est la copine de Félix. Et on comprend qu'elle est dans le coup aussi, après. C'est une pièce rapportée. Et c'est la meuf un peu gothique. C'est une rebelle. Voilà, elle a un carré noir raide, limite le collier de chien, les Doc Martens, tout ça. Et quand on la rencontre au début, toi, tu savais pas encore évidemment qu'elle était dans le coup et qu'elle avait prévu d'assister à la mort de tous ces gens quelques heures plus tard. Et t'as vraiment pas supporté le fait qu'elle soit un peu elle était hyper mal polie. Elle raconte la famille de son mec pour la première fois et elle leur dit à peine bonjour. C'était horrible. On va t'entendre. Mais elle va pas bien, elle. Mais ça va pas. Ouais, complètement folle ou quoi? Mais quoi? Elle raconte les parents, elle dit même pas bonjour. Elle est en train de fumer, elle la regarde comme si elle était... La politesse, c'est très important. C'est clair. Et il y a un autre truc, mais alors ça, je savais que ça allait te faire tiquer parce que ça me fait aussi beaucoup rire. C'est l'âge de la mère. La mère a 12 ans. Et ses enfants en ont 25. C'est ça. Non, la mère est plus jeune que les enfants. La mère paraît très très jeune. Et donc ça, clairement, t'as un peu tiqué dessus. Surtout, il en a quel âge? À 12 ans? Ouais, c'est clair. Non, mais cette femme a pas un fils de 35 ans, en fait. Il faut quand même savoir qu'elle a 20 ans d'écart avec le mec qui joue Crispian. Donc techniquement, c'est possible qu'elle l'ait eu comme fils. D'accord. Si elle l'a eu à 20 ans. C'est juste qu'elle fait très très jeune, mais en fait, elle a 65 ans. Ah oui, d'accord. Et dans le film, elle en avait 55 ou 56, quoi. Bravo. Ouais, t'as vu? Quand tu cherches les âges, ils sont plutôt bien. C'est plutôt lui, en fait. Il est un peu trop vieux, mais... Ouais, lui, il fait vraiment vieux. Ouais, mais lui aussi, j'adore. Donc, il joue un prof de fac et son costume design est tellement génial. Enfin, on dirait Giles, en fait, mais pour les années 2000, quoi. Ce que j'aime pas aussi dans le film, désolée, si tu dis un truc que t'adores, je dis un truc que j'aime pas. Les tons sont très marrons. En termes de réalisation, ça aussi, c'est une des caractéristiques du mumblecore, mais bon, souvent, c'est tourné en caméra numérique, et puis il n'y a pas du tout une recherche de stylisation dans la réalisation. Bon, ils ont mis un petit filtre quand même. Je suis pas sûre, enfin, c'est la photo, mais c'est aussi les décors, tu vois. Enfin, ils ont tous des cols roulés beige. Enfin, ils font vraiment tous famille BCBG atroce, quoi. Et c'est une maison qui est toute boisée. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas très plaisant au regard. Et puis en plus, c'est tourné principalement à l'épaule, donc avec une caméra tremblante, parce que dans le mumblecore, c'est souvent une recherche de naturalisme, que ce soit dans les dialogues ou dans la réalisation. Et donc, ça fait cheap parfois. Et je pense que toi, t'as pas été très réceptive à tout ça. Il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir sur le casting. C'est que, en fait, c'est le gratin du cinéma indépendant et mumblecore américain qui se fait exploser la tronche. Tariq, donc celui qui a le chèche, comme tu dis, c'est Ty West, un des jeunes réalisateurs d'horreur américains les plus cotés du moment, selon certaines personnes. Je sais pas si tu as entendu parler de X ou de Pearl. Non. D'accord. Qui sont un peu les films d'horreur à sensation de ces dernières années. C'est lui qui les a réalisés. Il en a aussi réalisé certains avec Greta Gerwig il y a longtemps. Et il y a plein de gens qui sont fans de son cinéma d'horreur. T'as pas l'air de l'être. Non, alors moi j'ai beaucoup aimé Pearl, qui n'est pas encore sorti. Je suis moins fan de X, mais en gros il fait des films qui pastichent un petit peu des vieux films d'horreur. Et je trouve que parfois c'est un peu précieux, mais il a du talent. Joe Swanberg, qui joue Drake, donc mon préféré, c'est celui qui a créé la série Easy sur Netflix. Ah oui, d'accord. Qui est aussi une série qui emprunte beaucoup au mumblecore et qui a fait beaucoup de films très connus de mumblecore, qui a travaillé avec les frères Duplass, il me semble, etc. Amy Seimetz, qui joue Amy, la sœur qui meurt très très vite. C'est une réalisatrice que j'adore. En fait, c'est que des réalisateurs et des réalisatrices, mais pas du tout des acteurs. Amy, elle est actrice aussi. Mais Joe Swanberg, non. Et ça se voit un petit peu, celui qui joue Drake. Après, oui. moi, ça me fait rire parce qu'en fait, il est tellement raide. Il y a un côté très amusant quand il est censé jouer l'émotion. Il n'y a rien qui sort et ça me fait rire encore plus. Mais je pense que voilà, moi, il y a un côté très con dans le film qui me plaît énormément et que toi, tu tolères pas trop. Mais c'est pas que je tolère pas trop, c'est que quand tu le sais, ça va. Mais quand tu le sais pas et que tu découvres ça, t'es là, mais ils ne savent pas jouer, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et c'est pour ça que je pense aussi que plus le film est vu, plus on l'aime. Et moi, je l'ai aimé dès le premier visionnage, mais plus je le vois, plus je l'aime. Et je remarque aussi des trucs qui ont été dits en arrière-plan parce que c'est aussi le principe des dialogues improvisés et du mumblecore. C'est comme quand t'as Roman dans Succession qui dit un truc hors champ et tu t'en rends compte après. Et donc, il y a des petits trucs que j'attrape, que j'avais pas vu au premier visionnage, qui me font énormément rire. Mais donc, Amy Seimetz, c'est la co-créatrice de The Girlfriend Experience.
Ah oui, d'accord, ok. Et donc, une des réalisatrices de la saison 2 de The Girlfriend Experience, et c'est elle qui a réalisé les épisodes que je trouve les plus beaux. Et elle a réalisé un film d'horreur récemment qui s'appelle She Dies Tomorrow, qui est excellent, que je recommande. Et dans ce film-là, il y a Kate Lynn Schill qui joue la meuf qui se fait tuer au tout début, l'étudiante. Ah oui, d'accord, ok. Qui elle aussi, elle a beaucoup travaillé avec Alex Ross Perry. C'est une de ses actrices fétiches, qui est aussi un réalisateur indépendant. Tu me regardes avec un regard vide. Alex Ross Perry, qui est un excellent réalisateur indépendant américain. Il a fait quoi? Alors, il a fait donc Queen of Earth avec Elizabeth Moss et Caitlin Schill. Il a fait The Color Wheel, Listen Up Philip avec Elizabeth Moss. Et récemment, il a fait Her Smell avec Elizabeth Moss, c'est une de ses actrices fétiches. Mais du coup, il est pas dans ce film. Non, lui, non. Mais Caitlin Schill donc, a travaillé avec lui et avec Amy Seimetz. Donc, c'est vraiment, il y a aussi un truc un peu inside baseball, mais quand on connaît un peu tous les noms qu'il y a dans le film, c'est d'autant plus marrant de voir tous ces réalisateurs et scénaristes et acteurs indés se faire trucider. On a aussi retrouvé la Marie détective. Inspecteur Marie est sur le coup, puisque tu as deviné le plot twist du film assez tôt. J'aimerais bien dire, ouais, je suis brillante, mais c'est juste que on le voit venir à 3 C'est mal km. écrit, on l'a compris. Au moment où tu as commencé à le soupçonner, c'est le moment où on est censé commencer à se dire qu'il y a un truc bizarre avec ces personnages-là, quoi. Mais tu es très vive. Merci. On est dans une situation où tout me va. C'est-à-dire que si on critique le film, ça me va, mais si tu célèbres mes qualités de détective, ça me va aussi. Donc, Les deux sont que... pas antinomiques. Oui, non, donc disons que oui, c'est dû à mes qualités de détective. On va t'entendre sur donc le moment où tu as compris que le mec de Erin, Crispian, puisque c'est vraiment eux les personnages principaux, c'est avec eux qu'on rentre dans l'histoire, que lui en fait est de mèche avec les tueurs de sa propre famille. Bon, moi je dis que c'est Crispian qui est complice. Hein. Bien joué. Merci. Je l'ai deviné assez tôt, ça, quand même. Ouais, et vraiment, ça, chapeau. Mais il y a un truc qui était encore plus impressionnant, c'est que ce qui est quand même censé un peu épater tout le monde, Ah oui. en boucher un coin à tout le monde, c'est le fait que Erin, qu'on ne soupçonnait pas au début comme une meuf hyper badass, a grandi dans un camp survivaliste en Australie, dans le Outback, et que c'est pour ça qu'elle sait vraiment se défendre face à des agresseurs. Et alors ça, le fait que tu aies deviné, je trouve ça assez fou. La meuf, elle a grandi dans un survival camp, quoi. Et oui. Surtout que ça sortait de nulle part, quoi. C'était vraiment... censé être une blague, mais c'est parce qu'elle a en fait tous les réflexes. Bon, j'ai lu le livre Educated, qui est un super livre que je recommande. Ah oui. C'est les mémoires d'une jeune femme qui a grandi dans une famille de survivalistes dans le Montana et ou dans l'Idaho. Le scénariste avait lu le même livre. Et c'est là qu'il a eu l'idée. J'ai fait la blague parce que je me dis, c'est pas normal. La seule option, c'est qu'elle ait grandi dans un truc survivaliste. Donc bon. Et tu avais raison. Dès le début, en fait, tu sentais quand même qu'il y avait un truc un peu louche dans le film. Et je pense que c'est aussi ça qui est frustrant au premier visionnage, c'est que t'étais pas réceptive au côté un peu improvisé et au côté c'est pas tous des acteurs professionnels, mais c'était amplifié par le fait qu'ils se comportent pas de la manière dont ils devraient se comporter. Bah oui. Et toi, tu attribuais ça en partie au fait que le film serait mauvais, quoi. Parce que tu voyais pas forcément venir... C'est-à-dire que pour décrire, en fait, il y en a plusieurs. Donc, il y a 2 des fils qui voient quand même leur mère se faire trucider, qui voient leur sœur se faire égorger, et ils sont un peu genre, OK... Ils sont là, oh non! Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, j'étais ils jouent vraiment pas très très bien, ou c'est pas très bien écrit, quoi. On va t'entendre. Et alors, la première réaction, c'est quand, en fait, la sœur vient de mourir et la mère, ils l'ont dit dès le début, elle prend des cachets, elle va pas bien, tout ça. Et donc, ils décident de lui dire, va dans ta chambre et repose-toi un peu, quoi. Et ça, t'as vraiment pas aimé. Et ensuite, il y a toutes les autres réactions aux morts qui t'ont aussi beaucoup frappé. Je sais pas, c'est bizarre de réagir comme ça. Comment ? De la mettre dans un lit et puis après de tous se séparer et tout, c'est bizarre. Non mais c'est pas comme ça que tu réagis naturellement si t'as des gens qui sont en train de t'attaquer de l'extérieur. T'es pas en train de mettre quelqu'un l'aborder. Alors elle est traumatisée, elle vient de perdre sa fille certes, mais enfin bon, il faut tous rester ensemble. Là je vais juste réagir, ceci dit, parce que c'est pas l'un des fils qui fait ça, c'est le père. Oui. Donc, c'est bizarre. Ça me dérange pas parce que je me dis, ils sont chez eux, en fait. Et donc, ils se disent, la menace, elle vient de l'extérieur. Qu'elle aille se coucher ou pas, ça change rien. Ils sont attaqués. Non, mais tu plaisantes ou quoi ? Non, mais ça va pas. Non, mais enfin, non, Anaïs, ne me dites pas n'importe quoi pour défendre ce film. Si non, c'est pas pour défendre ce film, mais je pense qu'il y a... Ta maison était sous attaque de gens avec des arbalètes. Tu ne serais pas en train de te dire, je vais aller faire une petite sieste, hein.
je pense qu'il y a plein d'incohérences ou de trucs, de défauts dans le film. Comme tu as dit, c'est un film qui est très imparfait. Mais pour moi, plus je le vois, plus je m'en fous déjà et plus, ça peut rentrer dans ce que j'apprécie dans le film. C'est-à-dire que c'est une famille de BCBG méga riches, insupportables et que, of course, le père lui dirait: «Tu vois, je vais t'emmener, te border un petit peu», plutôt que d'avoir une réaction constructive parce que c'est des personnes qui n'ont jamais eu le moindre obstacle dans leur vie, tu vois? Ouais, d'accord, OK. Et donc, je me dis, même quand ils sont attaqués, ils sont insupportables, tu vois? Ça doit être bien d'écrire un film, de l'écrire moyennement et d'avoir après des gens qui apprécient tellement ton travail et sont tellement sympas et intelligents qu'ils vont faire le travail pour toi, en fait. Ou alors, peut-être que c'était, comme ça qu'ils l'ont perçu quand ils l'ont écrit, hein. Ouais, bien sûr. On le saura jamais. Et ensuite, effectivement, il y a, la réaction, la mère qui est donc retrouvée dans son lit avec un sabre dans la tronche. You're next écrit en lettres ensanglantées sur le mur et les fils qui sont là: «Oh non!» et qui disent pas grand-chose et ça un peu choqué. Mais ils réagissent vraiment tous bizarrement. Hein. Je suis désolée, mais c'est très étrange quand même. Mais c'est vraiment très étrange comme film. Mais enfin. Il réagit même pas! Il est là, ah, me touche pas, Berk, mec! C'est bizarre! Je pense que j'aurais peut-être dû plus te préparer au côté un peu satirique. En même temps, je voulais pas justement te dire que c'est une satire parce que c'est pas lui rendre service, parce que c'est pas du tout aussi ciselé qu'une satire devrait l'être. Mais t'étais quand même pas trop sûre du fait que c'est voulu, le côté décalé, quoi. En fait, le problème, c'est que, bon, comme il y a un manque de maîtrise dans l'écriture, tu me diras que c'est voulu, machin, mais OK, ça se sent quand même que les dialogues sont pas écrits. Et qu'il y a un manque de maîtrise dans l'interprétation aussi, c'est difficile, en voyant le film, de se dire « tout est voulu ». En fait, moi, je vois pas les mêmes choses que toi dans ce film. Enfin, Mais je trouve pas qu'il joue mal, par exemple. Mais tu le reconnais toi-même. Tu as dit tout à l'heure que l'autre que tu aimais bien, le Drake, il était raide comme un... Oui, mais pour moi, en fait, ça fonctionne tellement bien que je trouve pas... Enfin, en le voyant, je me dis pas « oh là là, qu'est-ce qu'il est mauvais acteur », Non mais tu vois. Anaïs, arrête. C'est parce que t'aimes bien ce film et que tu l'as vu plein de fois et que tu as un attachement et que tu comprends que c'est du mumblecore et tout ça. Donc, c'est des trucs auxquels tu t'attends. Mais moi, je suis une pauvre fille qui arrive et qui regarde ça sans rien connaître. Ils jouent tous très mal. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes aussi pour toi en arrivant avec ce film-là. C'est déjà tous ceux que je t'ai montrés avant, où il y a vraiment des... Enfin, on vient de voir Jack Nicholson, quoi. Bah, et ouais. donc, forcément, à côté, ça fait pas le poids. Et ça, évidemment, je le reconnais. Je pense quand même qu'il y en a qui sont très bons. Moi, la réaction du mec quand son père prend appui sur lui à l'article de la mort, je suis désolée, mais c'est vraiment Oui, drôle. c'est drôle. Et je pense qu'il y a plein de scènes comme ça qui sont en fait assez discrètement comiques, mais qui pour moi fonctionnent très très bien et où ils ont quand même un bon timing comique. Et il y a aussi le fait que tu vois pas beaucoup de films d'horreur et donc tu te tapes pas toutes les daubes que moi je peux me taper. Et donc, t'as pas de point de comparaison vers le bas, en fait. Et pour moi, en fait, You're Next est vraiment excellent quand tu vois plein de home invasion ou de films d'horreur des années 2000 qui sont similaires à ça. Où, enfin, déjà, le talent des acteurs dans le cinéma de l'horreur, il est pas toujours là. Et l'écriture, elle est pas toujours là non plus. Et donc, pour moi, You're Next est vraiment très, très bon en comparaison avec plein d'autres films que j'ai vus. Et il rassemble toutes les qualités qui en font un film très plaisant pour moi, tu vois. Et je pense que toi, t'as pas de point de comparaison parce que je t'ai juste montré la crème de la crème et que donc là, tu vois un truc qui est clairement le moins abouti de tous ceux qui sont sur la liste, mais qui est quand même bon. Mais c'est pas comparable au chef-d'œuvre que je t'ai montré avant, quoi. Et il y a quand même un truc qui m'a fait rire, c'est que donc là, on était à peu près à la moitié du film, donc c'était après tous les extraits qu'on vient d'entendre. Et tu m'as dit en rigolant, c'est une comédie en fait que t'es en train de me montrer. Et j'étais là, bah oui. C'était très drôle. C'est une comédie à nouveau. Tu me montres que des comédies en fait. Bah c'est... Oui, enfin en tout cas moi c'est un film qui me fait rire. Ah d'accord. Donc ça prouve quand même que t'avais pas encore vraiment capté cet aspect-là du film et je pense que c'est déstabilisant quand tu vois le film et que tu sais pas que t'es censé rigoler à certains trucs, tu vois. Oui, mais c'est un problème. Oui, bah ça montre que le truc n'est pas assez abouti. Ouais. Ça va être compliqué. On va débattre à chaque fois. Il y a quand même, et ça tu seras obligé de le reconnaître, il y a quand même des moments très drôles qui fonctionnent très bien et ils ont fonctionné sur toi aussi. Non, mais
Je veux juste dire, au final, c'est ce que je disais au début, j'ai trouvé que le film était fun, tu vois. Ouais. C'est ce que je dis, mais je pense qu'il aurait fallu que je sois sous certaines substances pour vraiment l'apprécier. Mais il y a aussi quand même des répliques qui fonctionnent très bien et qui sont marrantes, et on va en entendre quelques-unes. Mais déjà, au début, quand plus personne n'a de réseau, ça c'est un classique du home invasion, le portable n'a plus de batterie ou t'es en pleine forêt, du coup il n'y a plus de réseau. Et donc là, ils commencent tous à paniquer parce qu'ils peuvent pas appeler les flics. Et t'as Félix qui est en train de se cacher derrière un mur, qui est en plus un gros lâche, et à plusieurs reprises, il dit « Tu veux pas aller voir, toi, dans la pièce au fond? Moi, je veux pas y aller. » Et là, il dit Yeah, they must be using a jammer. What? A cell phone blocker. They're legal, but you can get them on the internet for like $30. Je pense qu'ils ont un brouilleur de réseau, ça se trouve pas cher sur Internet, et c'est vraiment tellement absurde qu'ils disent ça alors qu'ils sont en train d'être assaillis par des arbalètes. Mais là, pareil, tu savais pas à ce moment-là que lui, il est censé être dans ça le c'est coup. marrant avec la distance. Quoi. Voilà, c'est très très drôle. Et après, il y a quand même les scènes avec Félix où déjà il est tout le temps en train de demander aux autres de faire le sale boulot en fait. Et à la fin, il est en train de flirter avec sa meuf sur le lit où le cadavre de sa mère... Sa meuf veut coucher avec lui, elle commence à lui grimper dessus alors que le cadavre de sa mère est juste à côté. Et lui, il est là, non, quand même. Et elle lui reproche de pas être très intéressant alors qu'il vient de flinguer toute sa famille. Voilà, elle lui dit « On fait jamais rien de sympa, toi et moi. » Not really in the mood right now, Z. Come on. I'll make it quick. I want you to fuck me on this bed next to your dead mom. Why would you even say something like that? You never want to do anything interesting. I don't think that's a fair criticism. Et puis, ce qui est drôle aussi, c'est la manière dont ils se chamaillent. Ils sont en train de se chamailler pour qui va courir jusqu'à la voiture pour essayer d'aller chercher de l'aide. Et t'as Drake qui vient de se prendre une flèche dans le dos, qui dit « C'est moi le plus fort, mais bon, là, j'ai une flèche dans le dos, donc je peux pas courir tout de suite. » Et t'as Amy juste après qui dit « Mais moi, vous m'écoutez jamais, c'est moi la plus rapide. » Et en fait, les disputes de famille, alors qu'ils sont tous en train de se faire zigouiller, moi, ça me fait beaucoup rire. Cette scène, en fait, en sachant ce que je sais maintenant sur le fait qu'il y en a 2 parmi les 4 enfants qui sont en train d'organiser le massacre de toute leur famille, je comprends mieux pourquoi ils sont pas en train de plus argumenter avec la sœur en disant non, mais attends, t'es folle ou quoi, tu vas pas partir en courant, on sait pas ce qui peut t'arriver, tout ça, et qu'ils la laissent complètement faire. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi le père la laisse faire. Do you see anyone? I don't see anyone. Do you see anyone? We need to do something. Somebody should make a run for the cars and try to go get help. We can't go out there. Mom, it's the only way. It's the only way we're out of this. Whoever's the fastest runner, who is that? I'm the fastest, but I've got this fucking arrow in my back. What does your shoulder have to do with your legs? I'm the fastest. He has a fucking arrow in his back. Stop yelling at me, Kelly! You fucking know what it had to do with your legs if you never run, you fat fuck. I'm not fat anymore! Shut the fuck up! Fucking figure just shut I'm back in the 8th grade! I'm the fastest. Chris, You please. never give me any credit for anything. Look, it's not about that. Nobody needs to run. We need to all stay inside. I don't know how many people. Honey, we believe in you. We believe in you. 3 miles in 23 minutes. Amy, you can do this. I believe in you, okay? You just have to get out where you can make a phone call and get help. Il y a quand même une partie qui t'a vraiment fait sortir de tes gonds. Amy décide donc que c'est elle la plus rapide, elle a des super bons scores au sprint, et elle veut courir pour aller à la voiture chercher de l'aide. T'as vraiment pas compris pourquoi elle décidait de courir. Non, mais ça va pas. Let me get this out of the way. Et lui, il peut pas le faire? Mais ça va pas, mais c'est complètement débile. Pourquoi? Parce que c'est complètement débile. Et il allait le faire. Non, mais franchement, vraiment, non, mais n'importe quoi. Enfin, vraiment. Et le frère qui dit ouais, vas-y, tu peux le faire. Lui, il est capable aussi. Enfin, il n'y a pas d'autre débat là. Ça y est, ils ont décidé que ça y est, elle sortait. Alors qu'il y a des gens qui sont en train d'envoyer des fléchettes. Mais pourquoi c'est plus débile que ce soit elle plutôt que le frère? Mais c'est débile que qui que ce soit aille dehors à ce moment-là. Et c'est surtout complètement surréaliste qu'ils aient pas un débat plus long sur le sujet en fait. Et que ce soit... Enfin, n'importe quoi. Je suis très, très passionnée par ce sujet, apparemment. Non, mais quand je me fais engueuler. Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, vraiment, cette scène, c'est n'importe quoi. Pour resituer, en fait, ils essaient de décider qui va aller dehors, essayer de courir jusqu'à la voiture pour demander de l'aide. Il y a celui qui est planté avec une flèche qui se propose. Au final, ils disent non parce qu'il est planté avec une flèche. Les 2 qui sont dans le coup, évidemment, ils se proposent pas. Et du coup, la fille se propose. Mais en fait, la scène se déroule d'une façon où elle le dit, elle dit non mais je suis forte, je suis trop forte, je vais le faire. Et du coup, son père est là, ok, je t'ouvre
la porte. Et Enfin, ils sont tous en train de s'engueuler, en fait. C'est quand même un peu la cacophonie, quoi. ouais, mais T'as Crispian qui est en train de dire non, je suis plus gros maintenant parce que avant il était un peu le gros de la famille. Oui, mais ça dure 30 secondes et après, en fait, elle est en train de se préparer à faire son sprint et elle va mourir. Mais c'est lunaire, en fait. Et mais c'est pas lunaire d'une façon hyper drôle ou quoi que ce soit, c'est juste, j'ai pas compris. Clairement, c'est pas réaliste. Et bon, après, aucun des films qu'on regarde n'est réaliste, mais c'est vrai que moi, je m'en fous. Enfin, Je sais pas, l'exorciste, j'ai trouvé ça très réel. Ouais, non, moi, vraiment, je trouve ça tellement marrant, en fait, que je m'en fous. Je me dis, bah, ok, cours. Mais ça a réveillé, clairement, comme Blair Witch, un de tes pires traits. Qui est ton expertise sur la survie en terrain hostile. Où là, clairement, on la fait pas à Marie, quoi. Vous allez l'entendre, cette vieille roublarde. N'allez pas se laisser impressionner par les techniques de survie de ce groupe. Bah ouais. Bah oui, il y a quelqu'un, il est juste là. Ouais, ouais. Ah bah non, c'est pas là qu'il faut aller, ma fille. On va pas être déçu du voyage. Je suis un sup. Il y a quand même un moment où ça m'a fait rire. C'est quand il y a un des tueurs. Ça aussi, je trouve ça assez marrant. Enfin, les tueurs sont au final pas très compétents. Il y en a un qui se fait buter par Erin. Et quand l'autre trouve le cadavre de son ami tueur, il est vraiment énervé et il est triste, il est en deuil. Et ta réaction m'a beaucoup fait rire. Ouais, mec, c'est les risques du métier, quoi. Enfin, c'est clair. Bah ouais, enfin je sais pas, quand tu vas flinguer toute une famille, il faut accepter que tu sois flingué en retour, quoi. Toi, tu défendrais le port d'armes, quoi, aux États-Unis. Mais non. Ouais, si tu me tires dessus, je te tire dessus. Bah non, alors non, mais dans cette situation, oui. Bon, par contre, il y a un truc sur lequel on n'est pas trop d'accord sur la technique, c'est qu'il y a un moment, une des pièces rapportées, la femme de Drake, elle voit qu'il y a des trucs louches, quoi, qui se passent dans la maison, et elle va checker qu'il y a personne sous le lit. Et ça non plus, t'as vraiment pas compris la logique. C'est pas qu'elle voit qu'il y a des trucs louches qui se passent dans la maison, c'est que la mère vient d'être tuée sur le lit. Bah oui. Mais c'est pas des trucs louches qui se passent dans la maison. Elle a pas entendu un craquement et elle est allée vérifier. Elle a vu le cadavre de sa belle-mère qui a été égorgée et au-dessus il y a marqué You're next avec le sang de la belle-mère et la meuf décide de rester toute seule dans la pièce et de regarder sous le lit. Mais n'importe quoi. T'as déjà regardé sous le lit en pensant qu'il y avait un tueur? Non. Parce que moi, je pense que je le fais au moins une fois par mois. On va être honnête. Donc, je comprends parfaitement. Et c'est, encore une fois, j'ai trop peur d'ouvrir les yeux, trop peur de les fermer. C'est que t'as hyper peur quand tu vas regarder sous le lit parce que tu dis, si jamais il y a quelqu'un, c'était vraiment une mauvaise idée. Mais en même temps, une fois que t'as regardé, s'il y a personne, t'es content, t'es rassuré. Oui, non, donc mais moi, je comprends le réflexe. On va pas rentrer dans un débat, mais en fait, c'est pas la même situation, Anaïs. Toi, tu investigues une menace imaginaire. Là, il y a littéralement un cadavre dans le lit. Oui, mais en fait, s'il est sous le lit, de toute façon, mais même s'il n'est pas sous le lit, il peut être derrière. Elle est en train de regarder sous le lit, il peut être caché derrière et apparaître à ce moment-là. Tu ne restes pas dans cette pièce. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va le trouver? Bah, ce qui se passe, c'est qu'elle se fait buter. Donc, oui, voilà. Donc, clairement, c'était pas une très bonne technique. Mais moi, je comprends l'instinct de se dire, au moins, on élimine en fait les sources les unes après les autres, tu vois. Donc, on va ouvrir le placard, on va regarder sous le lit. Mais non. Et après, on scelle le lieu en se disant, ok, bon, il est pas là. Où est-ce qu'il est? Non, moi, mon réflexe, c'est d'aller dans un endroit où je peux m'enfermer avec des armes. Là, comme ça, on dirait que Marie n'a pas du tout réagi. Mais en fait, on a quand même eu droit à quelques oh là là. Et ça, je tiens à le signaler. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Et on n'a pas eu que des oh là là. On a aussi eu tout un éventail de réactions de Marie. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Oui, aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Derrière toi, derrière toi, derrière toi, derrière toi, derrière toi, derrière toi. On arrive quand même à ce qui, pour moi, fait le fun du film, parce qu'il n'y a pas que l'aspect légèrement satirique que moi j'aime bien, mais ce qui me divertit le plus, c'est la créativité sur les kills. Oui, bah ça, la manière dont voilà, les personnages sont tués les uns après les autres, et c'est souvent ce qu'on recherche dans un bon slasher. C'est vraiment pas juste qu'ils soient tous tués avec un couteau, mais qu'il y ait une inventivité dans le meurtre. Et là, ça commence avec l'arbalète, mais après, donc Amy qui veut courir très très vite, on lui ouvre la porte, elle prend son élan, et en fait, il y a un fil de garrot, donc un fil de
de fer un peu très aiguisée qui a été tirée devant la porte et donc qui est invisible. Elle court tellement vite qu'elle se fait trancher la gorge net par le fil. Il y a Aurélie qui est en train de se cacher, notre productrice, derrière son écran. Moi, personnellement, je trouve que cette mort est assez cool. Mais j'avoue que j'aime bien le gore et les trucs comme ça, mais tu vois un peu ce qui me plaît là-dedans. J'ai adoré les morts plus vers la fin, mais celle-là, bon, en fait, ça va relancer le même débat, mais c'est-à-dire que c'est pas normal de prendre son élan pour courir, en fait, je suis désolée. Oui, mais on s'en fout. C'est comme le labyrinthe, en fait. C'est genre, il n'y a pas de raison, c'est juste que c'est cool. Enfin, normalement, elle ouvrirait la porte et elle verrait le truc et puis elle se pencherait en dessous et elle commencerait à courir. Honnêtement, je pense que si elle ouvrait la porte, ça donnerait un truc encore plus dégueulasse parce qu'elle verrait pas le truc, mais elle se le prendrait plus au ralenti et ce serait vraiment dégueu, quoi. Ouais, je sais pas. Parce que c'est censé être un fil qu'on voit vraiment pas, mais ouais, moi j'adore cette mort. Et puis après, bon, il y a la mort de Drake, donc mon chouchou. Ça, c'était marrant. Ouais, et donc là, il est tué pas par les tueurs masqués, mais par son propre frère, parce que les tueurs masqués sont un peu occupés à se battre contre Erin. Et donc Félix, le mec qui veut jamais rien faire, commence à poignarder son frère, mais avec tous les trucs qui lui passent sous la main. Et donc c'est des petits tournevis, des trucs comme ça. Et donc il lui en plante 1, 2, 3. Et c'est très drôle parce que tu sens qu'il est vraiment saoulé de devoir tuer son frère, quoi. Il est là, putain. Et ça nous a toutes les deux beaucoup fait rire. Mais, enfin... Did you just die already? This is hard enough for me. Le mec, il est en train de bâtir un mur d'escalade sur son C'est clair, frère. c'est horrible. C'est déjà assez difficile pour moi, alors que t'es en train de tuer ton frère, c'est quand même pas mal. Ouais. Et puis, il y a Erin. Et c'est principalement pour ça que je voulais te montrer le film. C'est parce que pour moi, c'est une des meilleures Final Girls. Et elle est considérée comme une des meilleures Final Girls du cinéma parce qu'on a quand même eu énormément de Final Girls qui se retrouvent un peu à être la dernière survivante accidentellement. Et elle, en fait, tu comprends qu'elle va tous leur mettre une raclée. Alors qu'on s'y attend pas trop au début. C'est la petite copine australienne. C'est une étudiante qui sort avec son prof, qui est un peu timide. Elle ose pas trop s'intégrer à la famille, tout ça. Et en fait, quand elle prend les choses en main, il y a un côté extrêmement jouissif. Et elle retourne, en fait, l'agression. Et ça, c'est un truc qu'on trouve de plus en plus dans les home invasion. Oui, c'est la proie devient le chasseur. Voilà, exactement. Et ça, c'est un côté très jouissif. Il y en a un très bon aussi qui s'appelle Don't Breathe dans les home invasion. C'est des jeunes qui décident de cambrioler un vieux mec qui est aveugle, en se disant ça va être hyper facile, on sait où est son coffre-fort, etc. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que c'est un vétéran de l'armée. Et en fait, le mec les défonce et il transforme sa propre maison en piège qui se referme sur les jeunes. Et ça, c'est très, très Mais il jouissif. y en a un autre aussi qui s'appelle Maman, j'ai raté l'avion. Exactement. J'ai demandé sur Twitter qu'est-ce que vous considérez comme le meilleur home invasion et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit Maman, j'ai raté l'avion. Et c'est vrai. Bah ouais. Et c'est la partie la plus jouissive de Maman, j'ai raté l'avion. C'était mon truc préféré quand j'étais petite, c'était quand ils bâtissaient tous les pièges pour... Bah ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est vraiment un trope qu'on retrouve très souvent dans le home invasion, c'est-à-dire qu'il y a une agression, mais en fait, la personne qui est dans la maison, soit dans le pire des cas, elle est juste débrouillarde, et dans le meilleur des cas, elle renverse totalement la menace. Et c'est ce qui se passe avec Erin, et c'est hyper jouissif. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce personnage ? C'est le point positif du film pour moi. Parce que son côté débrouillard et justement survivaliste et tout ça, je trouve ça hyper fun. C'est pour ça que j'ai mentionné Maman, j'ai raté l'avion, c'est que j'adore les pièges qui sont bâtis avec des trucs faits maison. Quand elle bâtit l'espèce de piège au-dessus de la porte où il y a une brique et tout ça, et une hache, ce genre de trucs où les planches de bois avec les clous, les trucs qui sont faits avec les moyens du bord, mais qui sont hyper créatifs, je trouve ça génial. Et donc ça satisfait vachement ce côté-là, et en plus, elle est très sympathique comme personnage. Et son côté, justement, pleine de ressources, quoi. C'est assez grisant. Donc ça, j'ai vraiment, vraiment aimé. Ouais. Et puis, en plus, il y a des morts qu'elle fait qui sont très drôles. T'as exactement décrit tout ce qui me plaît dans le home invasion et dans celui-là en particulier, parce que c'est un truc qui me fait énormément flipper. Et donc, ça me rassure énormément de voir des personnages comme ça, de me dire qu'on peut, avec un tournevis... Alors, il faut quand même avoir une hache dans beaucoup de ces films. C'est crucial. Et moi, j'en ai pas. Donc, je me dis qu'il faudrait quand même que je m'en procure une. Mais à part ça, c'est vrai que tout ce qu'elle fait, oui, c'est avec marteau, clou, planche de bois, tournevis, une brique qu'elle trouve avec du fil. Elle met tout de suite une casserole avec de l'eau à bouillir, sauf que quand elle s'en sert après, l'eau a refroidi, donc c'est très drôle parce qu'elle la jette sur le mec et lui dit « mais c'est même pas chaud ». Donc ça, j'aime beaucoup cette scène. Mais oui, elle est pleine de ressources et c'est vraiment ce que j'aime, je pense, le plus dans les films d'horreur. C'est les personnages comme elle.
Et tu m'as beaucoup fait rire parce qu'il y a un de ses faits d'armes, c'est quand elle utilise son petit appareil photo numérique des années 2000. Elle le met en mode flash. Elle le programme pour qu'il fasse plein de flashs à répétition. Elle casse toutes les ampoules dans la cave. Et donc, en fait, comme ça, elle peut prendre par surprise son agresseur. Ouais, elle éblouit, quoi. Et donc ça, t'as trouvé ça très cool. Bah, c'est créatif. Et ça a suscité une remarque très drôle. Elle va avoir plein de photos souvenirs. Oui, parce que devant la caméra, elle lui explose la tronche. Quoi. Ouais, je pense que là, l'opportunité ratée, typiquement, c'est que le générique Le de générique, fin, ça devrait être ça. Il y aurait dû y avoir les photos. Mais ouais, grave. Et puis, il y a ma scène préférée et la raison pour laquelle j'adore vraiment, vraiment, vraiment ce film. Et je revois, en fait, souvent que cette scène. Donc, c'est peut-être pour ça que le reste, je passe vite dessus. Mais je revois les kills et je revois Amy qui se fait trancher la gorge. Et après, je revois cette scène puisque, donc, en gros, elle a compris que la famille est contre elle. Et donc, elle se bat contre Félix et Zee, la petite copine de Félix, donc ceux qui voulaient coucher à côté du cadavre de la mère. Donc, vraiment pas des personnages sympathiques. Elle se bat contre les deux en même temps. Donc, il y a des moves quand même assez stylés. On dirait un peu Buffy, quoi. Où elle en frappe l'une avec une poêle pendant qu'elle jette l'eau qui est pas bouillante sur l'autre, etc. Et à la fin, il y a mon moment préféré. Est-ce que tu peux décrire cette scène ? Elle utilise un mixeur qu'elle lui plante dans la tête et elle allume le mixeur et du coup, en fait, son cerveau est mixé, quoi. Ouais, et ça, c'est assez génial. D'abord, elle l'a utilisé pour défoncer la tête du mec, donc qui s'est cassé. Donc, l'embout est en verre brisé. Et donc, en fait, elle lui plante à la fois la lame du mixeur, mais aussi l'embout en verre brisé dans le crâne. Donc, c'est juste, mais tellement stylé. Enfin, pour moi, c'est une de mes morts préférées de tous les films d'horreur, en fait. J'adore cette scène. On va l'entendre. C'est drôle. Fais-moi la maline là. Je comprends pourquoi tu revois ces scènes-là, parce que ces scènes-là sont très très fun. Et son côté survivaliste est très très fun. Si seulement le film pouvait faire peur et être bien écrit dans les dialogues, ce serait parfait. Et donc on arrive à la fin, où Erin comprend que son mec est de mèche. Et que son mec a commandité le meurtre de toute sa famille. Je trouve que la révélation, là, ne fonctionne pas. C'est-à-dire que je m'y attendais, évidemment, et tout ça. En tout cas, c'est une occasion manquée, je trouve. C'est-à-dire que le fait qu'elle l'apprenne au téléphone de cette manière et qu'il n'y ait pas de moment de retrouvailles où elle a un soulagement initial de retrouver son mec et d'avoir survécu et tout ça, et de penser qu'elle est sauvée et tout ça, et qu'après, elle l'apprenne qu'en fait, il l'a trahi. Je trouve que c'est vraiment... ça aurait été peut-être bateau ou cliché, mais en même temps, là, je trouve que vraiment, c'est une occasion manquée, quoi. De ne pas avoir cette espèce de soulagement avant d'avoir un moment de flip. Moi, honnêtement, je me souviens même plus de quand je l'ai vu pour la première fois, mais il me semble que, dans mon souvenir, j'avais aimé le twist. Le twist global. Je me souviens pas de lui en particulier, mais le fait qu'en fait, ce soit la famille qui a commandité ce truc, je m'y attendais tellement pas en commençant le film avec les mecs avec les masques et tout, que j'avais trouvé ça très malin, justement, qu'en fait, la menace vienne de l'intérieur. Mais je vois tout à fait toutes les remarques que tu as là-dessus. Une fois que je l'ai revu, je me suis dit, c'est vrai que c'est quand même un peu gros. Et si tu as l'habitude, comme Marie, d'être un peu une détective quand tu regardes des films, etc., je pense que c'est pas assez bien maquillé. Non, mais je dis pas ça pour cracher sur le film, parce que, encore une fois, je reconnais des qualités ou des choses comme ça, mais c'est dommage. Moi, j'aime bien être surprise et j'aime bien les twists ou des choses comme ça. Et là, vraiment, c'était vraiment, vraiment hyper évident. Je pense qu'il y a aussi un truc, moi, vraiment, je me rends compte que je suis sans doute bête, mais je me rends compte quand on regarde les films ensemble que moi, j'essaye pas du tout d'imaginer forcément ce qui va se passer après. Et surtout avec les films d'horreur, je me laisse tellement porter que je réfléchis pas. Et donc, je pense qu'un truc qui est un peu neuneux comme ça, ou en tout cas pour toi, c'est neuneux, tu vois. Mais pour moi, ça l'était pas du tout quand je l'ai vu pour la première fois parce que je regardais juste les images sur l'écran. C'est ça. Je regarde les couleurs. Non, mais en tout cas, j'étais pas dans l'anticipation et donc quand ça se produit, je suis là. Parce que tu vois, j'étais pas en train d'avoir un temps d'avance sur le film. Je pense que ça fonctionne peut-être mieux parce que je suis pas ce genre de spectatrice, tu vois. C'est très étrange parce que t'es tellement brillante. Merci parce que vraiment on dirait pas quand on écoute ce podcast. Non mais si, t'es l'une des personnes les plus brillantes que je connaisse. Merci. Je pense que tu lâches prise en fait. Et surtout devant ce genre de film en fait, j'essaye vraiment pas de comprendre. Et ouais, ça a un côté très plaisant d'être bête parfois. Mais c'est quand même drôle. Et là aussi, je trouve que
L'acteur, c'est pas le meilleur, mais il arrive quand même dans la scène de confrontation avec Erin. Il t'a tiré quand même quelques ricanements. I can't believe you were in on this. Come on, babe. But, how are we supposed to know that you were really good at killing people? Which is actually sort of weird, by the way. Je vois pourquoi ils l'ont choisi lui, et encore une fois, c'est dommage, mais ils l'ont choisi lui parce qu'il fait vraiment inoffensif et un peu falot. Et du coup, tu te dis que vraiment la menace vient pas de lui, quoi. Oui, il y a un côté en fait méchant de James Bond qui est très calme alors qu'il est en train d'expliquer un peu son plan machiavélique, sauf que là c'est la version loser de ça. Oui. Et Non, mais c'est pas mal. C'est juste, encore une fois, en fait, ce qui est frustrant, c'est que je vois le potentiel d'une telle scène. Oui, les curseurs auraient dû être poussés plus loin. Exactement. Felix. Hey. Felix, is it all done in there or what? I saw my signal came back. Is it over? Look, I know you're pissed at me for not helping out. I couldn't do it, man. I told you this might happen. I saw Mom and the blood and you know I'm a pacifist. I can't deal with the violent stuff. Come on, man. I can hear you breathing on the other end of the phone. Et il y a un truc que tu attendais avec impatience, c'est un piège que Erin monte. Ouais. Elle le monte sur la porte, en fait, pour que quand on ouvre la porte, il y ait une hache qui tombe et qui tranche la tête de la personne qui ouvre la porte. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un rentre, on se dit « Ah, ça y est !» Et en fait, à chaque fois, il passe par la fenêtre. Ouais. Ça m'énervait vachement. Jusqu'au moment où, en fait, à la fin, elle est surprise. Au moment où elle tue Crispian, un policier arrive et la voit en train de tuer Crispian. Donc, lui pense que c'est elle qui vient de saccager tout le monde et de les tuer tous. Et il l'appelle pour des renforts. Et au moment où il rentre dans la maison, il se prend la hache à ce moment-là et c'est lui qui meurt. J'étais contente parce que déjà c'est marrant et puis en plus c'est une bonne fin. Ouais. Et puis en plus ça veut dire qu'elle va s'en sortir elle. No, don't! Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand elle tue son mec et qu'il lui dit « Why ?» et qu'elle lui répond « Why the fuck not ?» Je trouve que c'est pas mal aussi pour finir. Sur le flippomètre. Non, 1. Ça fait vraiment, vraiment pas peur. Bon, il y a quand même les trucs de gore qui t'ont fait réagir. Mais... Oui, mais ça fait pas peur. Ouais, non, mais je suis d'accord, il fait pas trop peur. C'était Amis, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. La semaine prochaine, on conclut ce premier cycle horreur-romance. Et pour la peine, Marie va me faire découvrir Jane Eyre. C'est la version de 2011 de Cary Fukunaga qui est disponible à la location sur Amazon Prime et sur Apple TV. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. À très vite. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou. Et la leçon, c'est ne date jamais ton prof. Ça me rappelle, je faisais du couchsurfing quand j'étais jeune et fauchée et que je voyageais. Et une fois, on avait fait du couchsurfing à Seattle, dans une zone industrielle. Et on était chez un homme seul, on était 3 filles. Et on dormait en bas et lui, il était dans une mezzanine au-dessus. Et au moment, en fait, donc, il dormait dans un espace qui était ouvert sur là où on dormait aussi. Et quand on a tous éteint la lumière, il a commencé à faire « Now, guys, the real thing begins ». Et je n'ai pas dormi de la nuit. Tu m'étonnes.